Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors ça y est, je suis de retour. J'avais fait une petite pause, vous aviez remarqué qu'il y avait un peu moins de vidéos ces derniers temps. J'étais partie en vacances et après, à mon retour, j'ai fait un petit break sur les vidéos pour... j'ai lu, enfin voilà, j'ai fait autre chose de mes soirées et ça me permet de revenir un petit peu plus reboosté et regonflé. Coucou! Alors, justement, pour travailler toujours là dans le lâcher-prise, dans la détente, j'avais envie de travailler avec mes aquarelles et de reprendre un petit peu mes aquarelles artisanales parce que j'ai plusieurs marques et c'est vrai que je les utilise pas forcément tant que ça. Donc là, c'était l'occasion de m'amuser un petit peu avec. Alors, je les ai sorties. J'ai 3 marques différentes d'aquarelles artisanales. J'ai la Nouvelle Vague Couleur, donc je vous en ai parlé quand j'étais sur le salon Version Scrap à Paris parce que la marque était présente sur le salon. Ça c'est les dernières que j'ai achetées. J'ai les couleurs VF, c'est la petite palette du milieu. J'ai d'autres couleurs aussi. Là, c'est la palette que j'utilise. Vous m'avez beaucoup demandé d'où elle venait. C'est des sœurs Söströmgrön. La palette du milieu, ce sont les couleurs VF que j'ai depuis longtemps. Et puis un autre type d'aquarelle artisanale, ce sont les aquarelles Octarine. Je vais vous en reparler. Là, je vous montre, je vais vous faire un petit tag à l'aquarelle avec la technique du layering. Et pourquoi je vous montre cette page-là, c'est parce que je vous ai déjà fait un tuto l'année dernière sur un plus grand format avec cette technique-là. Et j'avais utilisé des tampons Show & Flower pour travailler un petit peu ma scène. Je vais vous la mettre en fiche pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Là, ce que je vais vous dire, ça va être... Il n'y a rien qui a beaucoup changé par rapport à l'année dernière sur cette technique-là. Ce sera sensiblement les mêmes explications. Quelque chose près, hein. Il n'y a pas de révolution depuis l'année dernière par rapport à ça. Seulement là, je vous la fais en temps réel, celle-ci, sur un papier, sur un support plus petit, et du coup, j'aurai un peu plus le temps de vous expliquer. Je travaille avec un pinceau à la vie. Ce sont les pinceaux de chez Raphaël, la série 803. Là, c'est une taille 1, donc c'est une grosse taille de pinceau. Et vous avez l'équivalent en poils synthétiques chez Raphaël aussi, c'est la série des Soft Aqua. Ils sont très très bien, et vous avez aussi des pinceaux à la vie comme ça qui sont top aussi, hein. Moi, ce sont les premiers pinceaux que j'ai utilisés. Ces pinceaux-là, quand j'ai commencé l'aquarelle, quand je me suis équipée, c'était des pinceaux à la vie. J'avais 3 tailles, un très gros, un moyen et un plus fin, pour pouvoir m'attaquer un petit peu voilà, pour ne pas être bloquée en fait et pas avoir un pinceau trop petit ou trop gros qui m'empêcherait de faire mes petits exercices. Ça, c'était il y a 6 ans quand j'ai commencé. Alors, je vais travailler ici, donc Octarine, j'en étais ici, les aquarelles Octarine, aquarelles artisanales aussi, aquarelles extra fines, qui sont fabriquées à Nantes. Donc c'est une petite voisine, une Nantaise aussi comme moi, et en fait elles ont une particularité, ces aquarelles-là, c'est qu'elles sont granuleuses et certaines couleurs sont en duochrome ou en trio de chrome. C'est-à-dire que vous allez avoir, moi je les appelle les aquarelles scarabées, ces aquarelles-là. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 couleurs en une. Quand vous allez appliquer votre aquarelle, vous allez avoir, mettons, des pigments bleus et des pigments marrons qui vont se repousser les uns les autres. Et du coup, ça va vous faire des effets sur votre papier. C'est un style particulier, c'est un type d'aquarelle particulier. Moi, je sais que les aquarelles granuleuses, je les aime bien, mais sous contrôle et pas sur des papiers en grain torchon trop fort parce que justement, quand la granulation est trop forte, ça peut me déranger, moi, quand je travaille mes fonds. Par contre, elles sont très intéressantes à travailler et elles sont de très très bonne qualité, celles de la marque, l'artisane, ça se dit pas artisane, Octarine, elles sont très très bonne qualité avec des couleurs hyper vibrantes et on peut contrôler un petit peu cette granulation quand on utilise un papier à grain fin et quand on sèche, comme moi qui utilise beaucoup le heat gun, j'ai tendance à sécher assez vite et du coup la granulation a pas le temps de se faire non plus complètement et avec certaines couleurs j'arrive à contrôler la granulation comme ça, mais c'est vraiment leur particularité, hein, c'est vraiment de granuler. Donc moi je vais utiliser la Nouvelle Vague Couleur pour ici. J'utilise qu'une seule couleur, un seul godet, c'est la couleur Andromède, un super joli bleu. Et donc pour la technique du layering, donc le layering c'est l'ajout de couches. C'est-à-dire, je vais faire une première couche, donc un premier glacis, et ensuite je vais en faire un deuxième par-dessus, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième,
et ainsi de suite, pour descendre le long de mon tag et faire des couches comme ça, avec à chaque fois un petit décalage. Je vais commencer ma deuxième couche un petit peu après la première et ainsi de suite. Pourquoi c'est un exercice intéressant? Parce que ça va vous permettre de voir de vos propres yeux ce que vous donne l'ajout de couche sans jouer sur le niveau de dilution. Ici, je me suis préparé en fait un jus coloré. Alors, j'ai 2 jus, mais il y en a le plus important, celui-là, la couleur est magnifique, hein. Vraiment magnifique. Je me suis préparé un jus, donc j'ai essayé de trouver le bon dosage entre pigment et eau pour avoir quelque chose de relativement dilué, parce que c'est l'intérêt en fait du layering et du glacis. Il ne faut pas travailler avec une couleur d'aquarelle qui soit déjà très, très intense et très peu diluée, parce que l'ajout de couche vous apportera pas grand-chose, ce sera du foncé tout de suite et ça va pas se foncer plus que ça. Donc il faut commencer par, il faut travailler avec un jus qui soit quand même pas mal dilué, mais qui soit quand même teinté. Donc il faut quand même qu'il y ait de la couleur, mais faut pas hésiter à tester sur un petit bout de papier. Et une fois que vous avez préparé une quantité suffisante de jus, vous allez commencer par appliquer la première couche. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué en fait une première couche et là, je veux un effet de vague un petit peu. Donc, j'applique la couche comme ça, je fais une légère courbe et avec mon pinceau, je descends en essayant de bien recouvrir mon papier. Ben là, il n'y a pas trop de difficulté et j'essaye de descendre comme ça. Et ça, c'est ma première couche. Je sèche au heat gun. Et je recommence la deuxième couche, donc je me décale un tout petit peu par rapport à la ligne de ma première couche. Et je recommence avec le même jus. Je rajoute pas de pigment, je rajoute pas d'eau, c'est mon jus dont je me suis servi. Donc c'est exactement le même niveau de dilution, j'ai qu'un seul pigment, qu'une seule couleur. Et je vais faire une deuxième couche. Et dès le passage de la deuxième couche, vous allez voir que votre papier, là où vous passez la deuxième couche, va monter en intensité, c'est-à-dire que, va se foncer un petit peu et va être un petit peu moins pâle. Ça, c'est la deuxième couche. Et je continue comme ça, je sèche bien. Je vous ai laissé toutes les parties où, dès que vous voyez le heat gun, c'est que c'est un passage de séchage. Je ne vous ai pas laissé le séchage en intégralité, il n'y a pas d'intérêt. Mais dès que vous voyez le heat gun, c'est que j'ai séché et ensuite je recommence sur une base sèche. Et donc là, je continue comme ça. Et j'y vais progressivement. Donc, je peux laisser plus ou moins de jeu d'ailleurs entre mes différents passages. Donc, un petit peu d'espace ou beaucoup plus d'espace, ça peu importe, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, j'essaye de garder quand même un petit peu de distance pour qu'on puisse bien voir les couches successives. Et je continue comme ça. Toujours le même jus, j'en ai pas rajouté, j'en ai pas enlevé, c'est vraiment toujours la même chose. Et vous voyez qu'en fait, vous avez bien les différentes nuances. Le premier passage, il est très très clair. Finalement, c'est presque que de l'eau. Au deuxième passage, on voit que ça s'intensifie un tout petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Et on y va comme ça progressivement. Donc plus ça va, plus je me rapproche en fait du bas de ma page. Et vous allez voir à un moment, c'est pour ça qu'il faut travailler sur là, je sais pas combien il fait mon tag de haut, peut-être à peine 20 cm, je sais pas, 19 cm peut-être. Il vous faut assez d'espace pour pouvoir travailler en fait, travailler cet exercice-là, parce que vous allez vous rendre compte qu'à un moment, quand vous aurez accumulé 5, 6, 7 couches de glacis, vous allez arriver à la limite de votre intensité de couleur. C'est-à-dire qu'en fonction du jus que vous avez préparé, avec le niveau de dilution que vous allez faire, il arrivera un moment où vous aurez beau ajouter encore des couches et des couches et des couches, vous n'allez plus monter en intensité. Vous allez arriver à un seuil, en fait, à une limite au-delà de laquelle, en fait, vous n'allez pas... l'ajout de couche ne vous servira plus à intensifier votre couleur. On sera arrivé à la limite, en fait, de l'exercice. Donc, c'est intéressant, ça, pour comprendre un petit peu comment ça marche, les ajouts de couches, pour comprendre que quand on trouve que quelquefois on a des aquarelles qui nous paraissent un petit peu fades, eh bien, il suffit juste de faire une couche supplémentaire par-dessus pour intensifier seulement à certains endroits aussi, pas forcément sur l'intégralité quand vous mettez en couleur un tampon et que vous voulez créer des zones un petit peu plus intenses.
eh bien, vous travaillez avec une deuxième couche, même avec un niveau de dilution équivalent, et vous allez comme ça travailler certains effets pour apporter un tout petit peu plus de contraste. Et bien là, c'est la même chose en fait. C'est l'exercice qui vous permet de voir un peu comment ça fonctionne et jusqu'à quel point vous pouvez augmenter comme ça et monter en intensité de couleur. Donc vous voyez là, vous les voyez les démarcations. Alors elles sont plus importantes elles sont plus flagrantes au tout début parce que comme je travaille avec quelque chose d'assez dilué, l'ajout de couche en fait va se voir beaucoup plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'instant. C'est-à-dire qu'au tout début, en fait, quand on applique une couche en plus et encore en plus, les 2-3 premières couches, elles se voient très très bien. Mais plus on arrive vers la fin, vers la limite de l'exercice, et moins elles se voient. Et dans ces cas-là, c'est ce que j'ai fait pour la fin. Alors, je bouge mon papier aussi parce que ça me permet, quelquefois, en fonction de la texture du papier, quand on le regarde à plat, on ne voit pas forcément toutes ces jolies courbes. Et puis, par contre, quand on penche un petit peu le papier, avec la texture du papier et avec le grain, on se rend compte à ce moment-là, en fait, des effets. Donc, il ne faut pas hésiter à bouger le papier comme ça. Mais il arrivera un moment où, effectivement, je vous le redis, vous ne pourrez plus monter en intensité. Et c'est à ce moment-là qu'on peut rajouter un petit peu de pigment. Mais il ne faut pas en ajouter trop. Si vous en ajoutez trop, vous allez avoir une trop grande différence de teinte entre la couche d'avant et celle que vous allez mettre. Et on va voir en fait que du coup, y a la progression est plus... La transition n'est plus très douce. Vous avez un palier comme si vous aviez sauté de teinte en fait. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique. La technique en elle-même n'est pas compliquée du tout. Par contre, la compréhension des lavis successifs, des glacis successifs et ce côté un peu teinte saturée, elle est un petit peu plus complexe, je me rends compte, à vous expliquer. J'espère que je ne m'en mêle pas les pinceaux, c'est le cas de le dire. Mais voilà, donc il y a un moment où vous voyez ici, je suis en train de rajouter un petit peu de pigment vers la fin seulement, mais pas beaucoup. Donc, il me restait encore un fond de jus. Je mets la pointe de mon pinceau, en fait, sur le godet. Je la remets dans ma petite palette d'aquarelle avec un tout petit peu d'eau et j'essaye de voir par rapport au jus que j'avais fait au tout début pour que ce soit pas que ce soit pas du même niveau, que ce soit un tout petit peu moins dilué. Et je fais un passage comme ça. On peut tester sur une chute de papier pour voir aussi tout de suite si c'est quelque chose d'un petit peu trop foncé ou pas. Et puis comme ça au fur et à mesure. Et à la toute fin, là c'est ce que je suis en train de faire, à la toute fin, j'y vais carrément avec le pinceau dans le godet et directement sur le papier. Il n'y a plus de phase, il y a plus de transition avec de la dilution, j'y vais directement parce que je connais un peu, la couleur d'aquarelle que j'utilise ici et je sais que quand elle est utilisée pure, elle se rapproche à peu près du fond que j'avais en fait, de cette intensité-là. Donc quand j'approche de la fin, eh bien si j'utilise mon aquarelle pure, là c'est ce que j'ai fait, vous voyez, eh bien je monte encore en teinte, mais ça se voit, mais ça fait pas une trop grande démarcation. Sur la version que je vous ai faite l'année dernière, la dernière couche, j'avais voulu la foncer, j'avais même utilisé du grit paint en plus de la couleur de base que j'avais choisie. Et en fait, c'était beaucoup trop fort. Ça faisait comme un sol. Alors, c'était pas mal par rapport à ce que j'avais choisi comme mise en scène. Mais en fait, on voyait... ce qui est très joli dans cette technique de layering, c'est vous avez vraiment un dégradé très diffus en fait. Ça se fait très 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 progressivement. C'est très subtil. Et du coup, pour garder cette subtilité-là, eh ben, il faut vraiment essayer de rester dans des intensités qui bougent très peu en fait d'une couche à l'autre. Et si vous allez tout de suite dans les foncés, si vous allez dans les foncés trop vite, quitte à faire un mélange de couleurs comme je l'avais fait pour la page de l'année dernière en ajoutant un petit peu de gris paint, je crois de mémoire, et bien du coup vous allez perdre cette diffusion en fait. Vous allez avoir une dernière couche, une transition qui sera pas forcément très douce et voilà, ça va faire une marque un peu plus importante. Donc, alors, le résumé de tout ça, la technique, vous l'avez compris, je fais une couche, je sèche, je refais une couche, je sèche, voilà, jusqu'à la fin. Et à la fin, quand je me rends compte que mon papier et que mon ajout de couche n'apporte plus de nuances supplémentaires,
d'intensité supplémentaire, je peux revenir avec une couleur un petit peu moins diluée pour continuer mon travail jusqu'au bout. Et donc ça, ok, ça c'est la base. Et après, c'est de savoir comment je fais mon jus, à quel moment j'estime que ce jus-là est suffisant pour faire cette technique du layering, tout ça. Donc tout ça, c'est encore une fois de la pratique, de la pratique, de la pratique. Vous allez faire une fois, 2 fois, 3 fois. Vous allez tester un jus très dilué. Ah bah non, mais là, il est beaucoup trop dilué, c'est très très fade, c'est très doux, je vois rien. Et ben, je vais en faire un autre, un petit peu moins dilué. Donc je vais faire une deuxième fois sur une deuxième page, et ainsi de suite. Et vous allez voir les différences. Et c'est comme ça que vous allez apprendre, et ça va devenir après presque instinctif. Et ça, c'est votre pratique et votre expérience. C'est l'œil qui travaille, le cerveau qui travaille, qui enregistre tout ça. On ne s'en rend pas compte quand on le fait de ça. C'est après coup, il y a des questions que vous n'allez plus vous poser ou vous allez le faire en fait de façon un petit peu automatique. Donc c'est en faisant ce genre d'exercice-là. Et moi, comme j'aime pas faire des exercices sans que ça me serve après à faire quelque chose, j'ai besoin, si je travaille en fond pour m'exercer, j'ai besoin souvent quand même qu'à la fin de ma session de scrapbooking, même si là c'est de l'aquarelle, mais voilà, c'est un terme générique, j'ai besoin à la fin qu'il en sorte quelque chose, quoi, que j'en fasse une réalisation vraiment assez finie. Et donc là, du coup, je me suis dit, bon, alors j'ai un joli fond, je l'aime bien, bon, je l'aimais bien tel quel, hein, j'aurais pu le laisser comme ça d'ailleurs, hein, ou se faire un fond sans les faire sur un support de tag, mais en les faisant comment, sur un format, mettons, carré ou A5, et en les encadrant, c'est magnifique, hein. Pas besoin d'avoir trop de choses dessus. Mais là, j'avais envie de travailler un petit peu plus des motifs. Donc, j'ai utilisé les poissons de Carabelle Studio. Vous m'avez beaucoup demandé en story, quand j'ai posté ma story, ce que c'était comme type de tampon, comme marque. C'est Carabelle Studio. Ce sont des poissons koi. Je les ai depuis 1 an. Peut-être 2 ans d'ailleurs, peut-être 2 ans quand même, je sais plus. Je sais pas s'ils se font toujours, peut-être que oui, je pense. Et je les ai mis en couleur avec les mêmes aquarelles. Donc c'est toujours la couleur Andromède parce que je voulais du ton sur ton. Donc Andromède, c'est les couleurs, la nouvelle vague couleur. Et j'ai choisi une teinte de chez Octarine qui s'appelle la Dame du Lalalac. C'est trop rigolo ce nom. La Dame du Lalalac, qui est un bleu en fait qui tire vers le violet, pour m'en servir un peu comme un grid paint finalement et assombrir. Donc voilà, donc les poissons koi, là je les ai passés très vite. Je vous ferai peut-être une vidéo, un réel sur Instagram, quoique j'ai une autre version de ce tag là que j'ai faite, que vous verrez pas sur cette vidéo, et que je vais vous faire en réel aussi, je crois que j'ai prévu ça. Bref, je vais voir ça. Mais bon, les poissons koi, c'est une mise en couleur de tampon comme je vous fais très souvent. Donc voilà, vous avez une petite vidéo d'une poupette aussi. C'est pas un poisson, mais c'est à peu près la même façon de faire en temps réel aussi, que je vous ai mis dans ma playlist les bases de l'aquarelle. Vous pourrez aller voir. J'ai juste complété en fait les petits poissons avec de la texture. C'est le grand retour des pâtes à effet de chez Finaber. Ici, j'ai utilisé la version Pixie. Vous verrez, je vous la montre après. Qui est une pâte à effet légèrement transparente. Alors, elle est un tout petit peu colorée quand même. Et c'est pas la mermaid non plus, hein. C'est encore une autre version. Et il y a des petites paillettes bleues, turquoises, des petites feuilles de métal aussi. Et elle fait 13 écailles de poisson. Voilà, c'est celle-ci. Donc, elles s'appellent toutes Licorne Unicorn. Par contre, elles ont tout un petit nom. Le premier nom en haut, Pixie, Mermaid, il y a Magic Potion, il y a Phoenix aussi, Dragon quelque chose. Donc pour donner un petit côté écaille, là c'est une deuxième version que j'avais faite avec la même couleur Andromède de la nouvelle vague couleur, mais j'avais ajouté en fait de la petite poudre d'or de Schmick qui s'appelle, c'est la série des Aqua Bronze, parce que vous avez plusieurs types de poudre dorée en fait chez Schmick, suivant les médiums avec lesquels vous les utilisez. Donc si vous voulez les mélanger à l'aquarelle, c'est la version Aqua Bronze. Donc ce sont des poudres d'or qui réagissent avec l'eau. C'est encore différent des Magical. Quand vous mettez de l'eau, ça va vous donner comme un métal liquide, comme de l'or fondu en fait.
C'est un produit assez particulier que j'avais utilisé pour la deuxième version du tag. En faisant mes couches successives, j'avais mis un peu de poudre d'or dans mon jus. Donc en fait, on a un côté encore un peu différent. Alors là, le retour caméra, vous voyez pas que ça brille, mais il y a aussi des effets. C'est beaucoup plus doux. Et du coup, je l'ai travaillé complètement différemment celui-ci. Vous allez le voir à la fin. Là, je suis partie. Je ne sais pas où, je ne sais pas. Mais je vais revenir, hein, vous inquiétez pas, Bon, une pause. Ouais, donc la deuxième version, donc vous voyez quand même un petit peu les effets de couches, pareil, hein, de glacis successifs. Mais il y avait des petites paillettes. Là, je vous la remontre en temps réel ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc les poissons, vous avez vu les motifs des poissons, ça fait comme des petits fils comme ça qui flottent un petit peu dans l'eau. Donc je me suis pas amusée à les détourer. J'ai tamponné les poissons sur mon tag et ensuite, vous me voyez faire ça tout le temps, hein. Et ensuite, j'ai détouré mes poissons sans les petits fils qui flottent et je les ai collés par-dessus. Sur la deuxième version, j'avais refait un fond à part et j'avais tamponné mes poissons, c'est les mêmes poissons, mais j'avais tamponné avec de la Versamark et de la poudre à embosser de chez Wow, c'est l'or pâle. L'or riche. Bon, je crois que c'était l'or pâle que j'avais utilisé. Bon, c'est l'or riche. Bon, bref, peu importe. Et pourquoi j'ai décidé, en fait, d'embosser le tampon, c'est parce que mon fond ici, avec les paillettes, était très subtil, très doux. Et j'avais pas envie d'apporter de contraste trop noir, en fait, sur le fond. Donc, je suis restée dans ce côté brillant avec l'embossage à chauffe. Mais comme les poissons ressortaient pas forcément beaucoup non plus, eh bien, j'ai retravaillé quelques détails avec mes aquarelles une fois que l'embossage a été fait, que je les ai détourés et collés sur le fond de mon tag pour rééquilibrer un petit peu, encore une fois, les masses et les couleurs. Et les contrastes surtout. Voilà, mais autrement, on est un peu plus dans la subtilité pour le deuxième tag. Donc là, je vous ai fait les petites photos. J'essaye de vous montrer encore un petit peu comment ça brille. Les petites écailles de poisson. Les titres que j'ai utilisés, c'est la même planche de tampon Shoe and Flower. Peut-être la collection cyclique, j'ai un doute. Il y a une autre version qui est sortie dans la collection nautique l'année dernière avec des mots différents, mais c'est pas celle-ci, c'est encore une autre. Où on a des associations en fait de typologie, des mots écrits assez gros et des petites phrases en fait qui peuvent venir illustrer comme ça les différents mots. Donc voilà, et pour faire, j'ai mis un petit ruban en fait sur mon tag. Et pour passer le petit ruban, en fait, j'ai pas mis d'œillets comme je fais d'habitude parce que les œillets, quelquefois, ça m'embête. J'ai une perfo ronde qui me fait des tout petits ronds. Et puis ensuite, j'ai ma crocodile pour me faire le trou du milieu. Faut que je les recolle par-dessus. Enfin, bon, bref. Et puis, je veux que mon œillet soit du même papier que mon tag. Et souvent, si le tag est coloré, il faut que l'œillet soit coloré aussi. Quelquefois, ça m'embête. Et là, en fait, j'ai une petite perfo, une petite pince qui me permet de faire une encoche avec de chaque côté des bouts arrondis. C'est pour passer les rubans, en fait. Et je trouve ça super élégant. Je trouve que ça change. Et du coup, ça m'évite de devoir faire des œillets derrière. Et c'est plus joli qu'un simple trou. Et je trouve ça super pratique. C'est une pince de chez Ikei Success. Il y a peut-être d'autres marques qui la proposent, enfin qui proposent cette forme-là. Je crois que j'ai acheté la mienne chez Craftelier, mais il me semble l'avoir vue chez Carglass, je crois. Et en fait, donc ça vous fait je vous fais une parenthèse sur la pince, ça vous fait une petite encoche pas très très large, mais en fait, il est très facile de l'élargir, puisqu'en fait, on peut repositionner la pince de chaque côté en fait de l'encoche pour agrandir en fait l'espace. Donc en fait, c'est indéfini. On peut faire une encoche sur l'intégralité du tag si on veut, en faisant comme ça progressivement, il n'y a aucun problème. Voilà, mais écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si, on m'a beaucoup demandé mes crayons, qu'est-ce que j'utilise comme crayon noir parce que systématiquement, je reprends les contours de mes tampons avec des crayons noirs. J'en ai plein.
J'adapte souvent la mine de mon crayon à la finesse du tampon. Si c'est souvent dans les tampons Show & Flower, on a des traits de tampon qui sont relativement fins, très délicats. Et dans ces cas-là, j'aurais tendance à utiliser un crayon de chez Pilot. C'est un crayon gel avec une pointe extrêmement fine. C'est Pilot G-Tech C4. Ça, c'est la référence du bouchon. Attention, ce ne sont pas des crayons permanents, ils ne sont pas waterproof, donc moi je les utilise systématiquement à la fin. Et si malheureusement je me rends compte que j'aurais aimé remettre des détails en couleur, je ne peux pas le faire, sinon ça bave, ou alors il faut faire attention. Mais voilà. Et autrement, j'utilise les crayons Pitt de chez Faber-Castell qui, eux, sont des crayons avec de l'encre de Chine, hein, donc de l'encre permanente, waterproof, et qui ne bouge pas. Enfin, il me semble hein, si je ne me trompe pas. Mais je les utilise toujours à la fin, donc j'ai pas trop de soucis. Donc suivant l'épaisseur de mon trait, quelquefois quand j'ai un trait plus épais ou une plus grande surface, j'utilise cela. Les crayons Micron aussi sont très très bien. Et l'avantage, c'est que vous avez plein de diamètres de mines différentes. Et du coup, vous trouvez toujours votre bonheur parce qu'il y a des mines extrêmement fines qui sont très pratiques aussi. Donc voilà, donc j'en ai plusieurs. Et attention aux crayons que vous utilisez. S'ils ne sont pas permanents, attention, pas d'humidité par-dessus après, sinon vous allez avoir de belles ombres noires qui vont venir se créer. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec la dernière photo et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.